Alors, où nous étions-nous arrêtés avec vous? Est-ce qu'on avait écrit le 2-3? Ah non? On était à Newton. On l'a pas fait. Ah oui. Et j'ai expliqué le 2 points. On n'a pas donné l'incommensurabilité des paradigmes? Hein? Mais monsieur, On vous a eu le matin. Ah oui, mais j'ai eu les autres l'après-midi. Ah, ben oui, ben oui, ben oui. Alors attendez, alors, voilà. Je vais vous dire, alors, je vais vous dire combien de pages vous laissez pour que vous puissiez rattraper. Alors je regarde le cahier texte TG 12. Oui, donc laissez bien 2 pages et demie. Et c'est sur Pronote, actuellement. C'est sur Pronote. Donc, on est rendu au grand 3 maintenant. Bon, recopier surtout, oui. Mais c'est fait, c'est déjà sur Pronote. Ouais. C'est sur Pronote depuis vendredi. Hein. Bon, là, on a 2 heures, on va pouvoir un petit peu avancer. C'est bien. .1, la dichotomie, jugement de fait. Vous laissez 2 pages et demie. Hein. Vous êtes sûr d'être tranquille. Jugement de valeur. Bon. Alors, en gros, pour vous remettre dans le contexte, pour ceux qui n'ont pas récupéré le cours, on avait vu avec les autres la dernière fois que la vérité dans le domaine de la science pouvait être soumise à des contingences telles que les intérêts ou les croyances personnelles des scientifiques ou les intérêts et les croyances collectives de la communauté scientifique. Autrement dit, il n'y a pas de pure objectivité dans la science. La vérité, la constitution de la connaissance vraie est soumise à tout un tas de contingences. Mais dans le grand 3, on va voir des choses un peu plus théoriques, si j'ose dire, très théoriques même, qui permettront de montrer que la vérité, c'est quelque chose, enfin, un énoncé vrai, c'est un énoncé qui est objectif dans un cadre fondamentalement subjectif. C'est l'idée. Oui. La dichotomie, D-I-C-H-O-T-O-M-I-E. Bonne question. Donc, la dichotomie, c'est-à-dire la séparation, une séparation complètement étanche, imperméable. Séparation, dichotomie, jugement de fait, jugement de valeur. Mais ce n'est pas une séparation comme un divorce, parce que dans un divorce, les parties peuvent encore se voir. Non, c'est une séparation comme s'il y avait eu un décès, si vous voulez. Oui, jugement de fait, jugement de valeur. La dichotomie, jugement de fait, jugement de valeur. Oui, parce que l'idée, bien sûr, c'est que on a tendance à penser que la vérité s'applique au domaine des jugements de fait et qu'elle ne s'applique pas au domaine des jugements de valeur. Et on va examiner cette espèce de présupposé selon lequel la vérité serait le domaine de la factualité des faits et non pas le domaine des valeurs. Vous savez, si vous écrivez une copie d'histoire-géographie, par exemple, une copie d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale, vous n'avez pas le droit d'écrire que Pétain était un sale facho. Non, c'est peut-être vrai, mais vous n'avez pas le droit de l'écrire parce que c'est un jugement de valeur. Voilà. Donc, vous décrivez ce qu'a fait Pétain, mais sans porter de jugement de valeur. C'est ça qui est le maréchal. Comment ? Si on enlève le sale, ça passe. Non plus, non plus. Et oui, non, c'est pas très politiquement correct. Il y a une forme de valuation là-dedans. On sent dans le ton que c'est un jugement de valeur, même si c'est quand même très factuel. les programmes, on voit. Oui, franco-fasciste. Oui. Après Pétain, non. Pétain, est-ce que c'était un fasciste ? Je sais pas s'il était fasciste. Il était d'extrême droite, c'est sûr. Bon. Alors ici, nous allons étudier l'œuvre d'un philosophe absolument génial. Si vous ne devez lire qu'un seul philosophe dans votre vie, lisez celui-ci.
Tractatus Logico-Philosophicus. C'est la troisième fois de la journée que je fais ce cours, j'en peux plus. Je suis au bout de ma vie. Bon, faire un gros switch alors. Ah non, non, mais il faut qu'on avance, désolé. Ça, c'est l'inconvénient de faire un cours. Quand on est remplaçant, on est obligé de faire toujours la même chose. Et la conférence sur l'éthique. Après, quand on est remplaçant, ce qui est bien, c'est qu'on peut être aussi payé à rien faire. Bon, on a le bon et le moins bon. Bon. Alors. Ici, donc, on va examiner, je vous ai dit, le présupposé selon lequel le domaine de la vérité appartient au jugement de fait, à l'exclusion des jugements de valeur. C'est une question qui a été traitée en profondeur par un philosophe germanique, Ludwig Wittgenstein, notamment dans deux ouvrages très importants pour l'histoire de la philosophie, le Tractatus Logico-Philosophicus, sans doute le plus important, et moins important, mais quand même important, la conférence sur l'éthique. Bon, alors, pourquoi avoir appelé ce bouquin, qui fait une cinquantaine de pages, ou une soixantaine, le Tractatus Logico-Philosophicus? En fait, il faut comprendre que Wittgenstein, quand il écrit ce livre, il s'inscrit, rien que ça, dans la lignée de Spinoza. Spinoza avait écrit un ouvrage fameux qui s'appelle le Tractatus Theologico-Politicus, et Wittgenstein, lui, se dit, bon ben, il y a eu Spinoza, maintenant, il y a moi. Voilà, comme ça, n'ayons pas peur de s'affirmer. Et non seulement il y a eu la philosophie, il y a eu Spinoza, il y a eu la philosophie, et maintenant il y a moi, parce que moi, Wittgenstein, je suis là pour donner un coup de pied aux fesses à la philosophie, d'une certaine manière, en tout cas à une certaine philosophie. Dans l'avant-propos de son Tractatus Logico-Philosophicus, on va dire dans l'avant-propos du Tractatus, Wittgenstein prétend répondre à toutes les questions que peut se poser la philosophie. C'est-à-dire que on peut arrêter, en fait, voilà, il y a Wittgenstein, puis après c'est fini, c'est la fin de la philosophie. C'est un peu prétentieux peut-être, mais c'est l'idée de Wittgenstein. Alors, on va voir pourquoi il défend cette idée-là. Bien sûr, ce n'est pas complètement gratuit. La question fondamentale que se pose Wittgenstein dans le Tractatus Logico-Philosophicus est de savoir de quoi peut parler la philosophie. D'ailleurs, le Tractatus est un ouvrage écrit en aphorismes. Et il y a 7 aphorismes principaux qui sont subdivisés en sous-sections, enfin il y a beaucoup de sous-sections. Sauf le dernier aphorisme, l'aphorisme 7, qui tient en une phrase très connue, où Wittgenstein écrit « Sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence ». Alors ça ne veut pas dire que quand on ne sait pas, on se tait, même si, bon, évidemment, ça va de soi. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des choses dont on peut parler, il y a des choses dont on ne peut pas parler, et donc le discours ne porte que sur les choses dont on peut parler, et ne porte pas sur ce dont on ne peut pas parler. Pourquoi ? Parce que si on parle de ce dont on ne peut pas parler, ben c'est comme si on parlait de rien, c'est comme si on parlait dans le vide et dans le vent. Et vous l'aurez deviné, je vous le donne en mille, Wittgenstein considère que la plupart des philosophes parlent dans le vide, parlent dans le vent. Mais alors pourquoi, comment ? Parce que c'est bien beau d'arriver à cette conclusion, mais il faut comprendre comment on y arrive. Alors, c'est là que nous allons y arriver. Alors, il faut comprendre qu'il y a des propositions qu'on peut juger vraies ou fausses. En fait, ce qui est vrai et ce qui est faux, ce sont des énoncés, des jugements, des propositions. Le réel, il est ni vrai ni faux, il est juste réel, si vous voulez. Mais ce dont on juge de la valeur de vérité, ce sont des propositions. Donc des choses que l'on énonce, des choses que l'on dit. Jusque-là, vous me suivez. Wittgenstein se rend compte qu'il y a des propositions qui peuvent être jugées vraies ou fausses, alors que d'autres ne peuvent pas être jugées vraies ou fausses. Exemple, si je vous dis « ce feutre est rouge », cette proposition peut être jugée vraie ou fausse, en l'occurrence, elle est vraie. Si je vous dis « ce feutre est bleu », cette proposition peut être jugée vraie ou fausse, autrement dit, elle est fausse ici. Les propositions qui peuvent être jugées vraies ou fausses, Wittgenstein les appelle des jugements de fait. Pourquoi ? Parce que ces propositions réfèrent à des faits.
Ici, la proposition ce feutre est rouge réfère à un fait, le feutre rouge. Pas de problème pour l'instant. Si je vous dis ce feutre est bleu, cette proposition réfère à un fait, les feutres bleus, et on voit que le fait auquel réfère la proposition n'est pas adéquat avec le fait qu'elle vise. Ici, le feutre rouge. Mais, dit Wittgenstein, il y a des phrases dont on ne peut pas juger de la valeur de vérité. Alors, je vous donne un exemple. Cet exemple n'est pas donné par Wittgenstein, mais je vous le donne quand même. Alors, on va prendre la proposition P et on va dire, voilà, cette phrase est fausse. Bon. Alors, cette proposition, elle est très connue en philosophie sous le nom de paradoxe du menteur. Elle est connue depuis l'Antiquité. Pourquoi c'est paradoxal? Parce que s'il est vrai que cette phrase est fausse, alors elle est vraie. Et si cette phrase est fausse, ben alors elle est vraie aussi. Puisque c'est vrai qu'elle est fausse. Si cette phrase est fausse, alors elle est vraie, puisque c'est vrai qu'elle est fausse. La phrase elle est fausse. On dit la phrase est fausse. D'accord. Alors quelle on est d'accord, cette phrase est fausse. Donc on dit qu'elle est fausse. Donc c'est vrai qu'elle est fausse. Donc c'est dire qu'elle est vraie. Donc elle peut plus être fausse. Du coup elle est fausse. Donc elle est vraie. En fait le fait qu'elle soit fausse, ça la rend vraie. Parce que justement elle dit qu'elle est fausse. Donc à partir du moment où elle dit qu'elle est fausse et qu'elle est vraiment fausse, elle est vraie. Voilà, c'est un énoncé autoréférentiel ici. C'est-à-dire qu'en fait la phrase se mentionnait elle-même. C'est un des problèmes de cette proposition. Enfin bref, pendant des centaines d'années, les philosophes se sont demandé, des logiciens se sont demandé si cette phrase était vraie ou fausse, ou si on pouvait statuer sur sa vérité. Il y a un philosophe au XXe siècle qui s'appelle Tarski, et qui a réussi à résoudre le paradoxe du menteur. Alors je ne vous ferai pas la démonstration ici, mais qui a montré qu'en fait cette phrase, elle était... Allez, votre attention. Cette phrase est ni vraie ni fausse. Cette phrase, en fait, on ne peut pas juger de sa valeur de vérité. Cette phrase, elle est, dirait Wittgenstein, elle est vide de sens. En fait, les phrases qui peuvent être jugées vraies ou fausses, donc qui peuvent être vérifiées par des faits, sont des phrases pourvues de sens, des propositions pourvues de sens. Les propositions qui ne peuvent pas être jugées vraies ou fausses sont des propositions dépourvues de sens ou des propositions vides de sens. Oui. Si par exemple, parce que j'ai une phrase dans ma tête, si par exemple on se tape nous-mêmes, mais qu'on a mal, Oui. on peut dire qu'on soit on est trop fort, ou soit qu'on est une tapette. On est stupide. Et dis quoi du coup? C'est ça qu'on est stupide, c'est pas une table. Mais non, mais c'est... Dans l'éventualité. Non, mais alors là, je vois ce que vous voulez dire, mais le problème, je pense, n'apparaît pas aussi clairement parce que vous pouvez être fort pour frapper et faible pour recevoir un coup. Les deux ne sont pas contradictoires. Je peux être un bouclier ou pas. Voilà. Voilà, vous pouvez être Excalibur, mais pas le bouclier. Mais c'est vrai que c'était pas absurde comme réflexion, ça aurait pu marcher. Mais là, ça marche pas. Bon, donc l'idée c'est que les phrases pourvues de sens peuvent être jugées vraies ou fausses. Les autres ne le peuvent pas l'être. Et Wittgenstein dit que la philosophie, bien sûr, elle ne peut pas parler de ce qui est vide de sens, parce que parler de ce qui est vide de sens, c'est parler de rien, c'est parler du vide. Et donc, même on va être normatif ici, en fait, la philosophie, elle doit parler de ce qui a du sens. Enfin, ça n'a aucun sens de parler de ce qui n'a pas de sens. Mais alors, est-ce qu'il y aurait en philosophie des propositions qui seraient vides de sens? Wittgenstein remarque qu'une grande partie de la philosophie s'est intéressée jusqu'à lui à des questions métaphysiques. Alors, parmi ces questions métaphysiques, on a notamment des questions éthiques, qui sont du bien et du mal. Allez, silence. On a des questions éthiques, la question du bien et du mal, des questions esthétiques, qui sont du beau, du laid, du bon, enfin voilà, ce genre de questions. Et Wittgenstein remarque que ces questions... Il remarque que ces questions... Allez, votre attention, il ne reste plus que 2 heures. Même pas, 1 heure et demie. Il remarque, Wittgenstein, que ces questions métaphysiques, donc ces questions métaphysiques fondamentales, en fait, elles ne réfèrent à rien de factuel. On ne peut pas logiquement vérifier ces questions métaphysiques. Comme on ne peut pas logiquement vérifier ces questions métaphysiques, il faut déduire que ces questions sont
vide de sens. Donc c'est là que Wittgenstein arrive à dire que finalement, toute la métaphysique, c'est une espèce d'amoncellement de propositions toutes vides de sens. Autrement dit, la philosophie, en quelque sorte, échoue à faire ce qu'on peut attendre d'elle lorsqu'elle passe son temps à énoncer comme ça des propositions qui n'ont aucun sens. Bon. Alors, ce propos-là, allez, silence. Ce propos-là est précisé dans la conférence sur l'éthique, dans la conférence dans laquelle Wittgenstein catégorise 3 types de jugements. Les jugements de fait d'abord, les jugements de valeur relatifs ensuite, et les jugements de valeur absolue pour finir. Alors, les jugements de fait, tout le monde voit ce que c'est juste désigner ce qui est. Wittgenstein prend l'exemple d'un joueur de tennis. Imaginons qu'on dise X est un joueur de tennis, alors on voit bien, on peut vérifier si cette proposition est vraie ou fausse en regardant si X est bel et bien ou non un joueur de tennis. Jugement de fait. On peut émettre un jugement de valeur relatif. Par exemple, disons X est un bon joueur de tennis. Alors, c'est un jugement de valeur parce qu'on parle du fait d'être un bon joueur ou un mauvais joueur. C'est un peu comme le bon et le mauvais chasseur, si vous voulez. Vous connaissez la différence entre le bon et le mauvais chasseur ? Non. Donc, la différence entre... Bon, sauf qu'on peut... vous ferez une recherche personnelle. C'est un sketch. Donc, maintenant, le bon joueur de tennis, on peut l'identifier parce qu'on sait que c'est le joueur qui a une bonne condition physique, enfin une condition physique qui lui permet de jouer, le joueur qui a une technique qui lui permet de jouer, de faire ce qu'on attend de lui, le joueur qui a une connaissance du jeu, qui peut faire absolument ce qu'on attend d'un joueur de tennis. Donc en fait, ce jugement de valeur X est un bon joueur de tennis est réductible à un jugement de fait, puisqu'il renvoie à des définitions qui sont factuelles et donc universellement connaissables. Et enfin, on a les jugements de valeur absolue du type X, donc notre joueur de tennis, est une bonne personne. Or là, le problème, c'est qu'on n'a pas de définition, on n'a pas de fait en fait, on n'a pas de faits qui définissent ce que c'est qu'être une bonne personne. On n'a pas un amoncellement ou un agrégat de faits délimités qui détermine de manière universelle ce que c'est qu'être une bonne personne. Il suffit d'observer la quantité de systèmes moraux qui se font concurrence en philosophie morale, en éthique, pour s'en convaincre. Et donc ces jugements de valeur absolue, eux, ne réfèrent à rien. Ils sont vides de sens. Il y a donc une différence de nature entre les jugements de fait et les jugements de valeur relatifs réductibles à des jugements de fait, et les jugements de valeur absolue, qui sont parfaitement étanches et qui n'ont pas les mêmes fonctions. Le domaine de la vérité, elle appartient au domaine uniquement et strictement des jugements de fait. Alors que les jugements de valeur, eux, ils sont complètement imperméables à la vérité, puisqu'on ne peut pas statuer sur des jugements de valeur. Wittgenstein prend la métaphore d'un gros livre dans lequel on rassemblerait toutes les vérités, y compris le gros livre lui-même, bien sûr, et ce gros livre ne contiendrait, dit Wittgenstein, que des jugements de fait, aucun jugement de valeur, parce qu'on n'aurait pas de description de ce que sont ces jugements de valeur. Vous voyez, on peut répondre à des pourquoi est-ce qu'on pense qu'un tel est une bonne personne, mais on n'a pas de faits qui décrivent ce que c'est qu'une bonne personne. Donc la vérité, elle appartient au domaine des faits. Alors normalement, si vous avez bien suivi le cours jusqu'à présent, vous devez un peu tiquer et vous dire mais c'est bizarre parce que quand on dit que la vérité appartient au domaine des jugements de fait, c'est qu'on revient au réalisme métaphysique en quelque sorte. On a la référence à la chose, et c'est cette référence à la chose, enfin cette confrontation à la chose qui nous permet de voir si notre référence est adéquate ou non. Et on va voir justement que ce n'est pas tout à fait ça. Mais avant tout, il va falloir que vous écriviez un petit peu, les enfants. À peine. À peine. Il n'y a même pas 3 pages. Hein. Attends, je prends le début. Hop. Ah oui, c'est là. Je télécharge. Je télécharge aussi. Je télécharge enfin. 2 pages. Une broutille.
Donc, vous avez noté le titre et tout, donc vous pouvez noter. Dans son Tractatus Logico-Philosophicus. Allez, on note. Dans son Tractatus Logico-Philosophicus. Wittgenstein se demande, dans son Tractatus Logico-Philosophicus, Wittgenstein se demande ce dont peut parler la philosophie. Dans son Tractatus Logico-Philosophicus, Wittgenstein se demande ce dont peut parler la philosophie. Point. Pour ce faire, il essaie de tracer les frontières. Pour ce faire, il essaie de tracer les frontières. Pour ce faire, il essaie de tracer les frontières entre le discours pourvu de sens et le discours vide de sens. Pourvu de sens et le discours vide de sens. Discours entre le discours pourvu de sens et le discours vide de sens. Point. Évidemment, la philosophie ne peut parler de ce qui est vide de sens. Évidemment, la philosophie ne peut parler de ce qui est vide de sens. Évidemment, la philosophie ne peut parler de ce qui est vide de sens. Point à la ligne, on va noter un exemple. Alors, exemple, alors vous notez P1 pour proposition 1, 2 points, ouvrez les guillemets, on va noter la proposition. Le cheval blanc d'Henri IV est blanc. Notez ça. Le cheval blanc d'Henri IV est blanc. Le cheval blanc d'Henri IV est blanc. Fermez les guillemets, point. Et là, vous notez P1 est une proposition factuelle. P1 est une proposition factuelle. C'est-à-dire qu'elle renvoie à un fait. Point. Ici, c'est une proposition vraie. P1 est une proposition factuelle. Ici, c'est une proposition vraie. Mais c'est la pause, là, ça sonne, non? C'est la pause, c'est la pause. 5 minutes de pause. Ok, donc on reprend la dictée, les enfants. Alors, à la ligne, vous notez P2, 2 points, ouvrez les guillemets, deuxième proposition. P2, 2 points, ouvrez les guillemets, deuxième proposition. Hein. Le cheval blanc d'Henri IV est noir. Fermez les guillemets. Le cheval blanc d'Henri IV est noir. Fermez les guillemets. Point. P2 est fausse. Tout le monde comprend pourquoi. Hein. P2 est fausse. Point. Et enfin, à la ligne P3, on va noter cette proposition est fausse.
P3, c'est le paradoxe du menteur. Cette proposition est fausse. Fermez les guillemets. P3 est une formulation du paradoxe du menteur. P3 est une formulation du paradoxe du menteur. P3 est une formulation du paradoxe du menteur. Je n'ai pas raté grand-chose. Voilà. Si P3 est vrai, alors elle est fausse, virgule. Si P3 est vrai, alors elle est fausse, virgule. Si elle est fausse, alors elle est vraie. Point. Si P3 est vrai, alors elle est fausse. Si elle est fausse, alors elle est vraie. Point. Peut-on savoir si P3 est vrai ou fausse? Point d'interrogation. Peut-on savoir si P3 est vrai ou fausse? Point d'interrogation. Tarski, peut-on savoir si P3 est vrai ou fausse? Tarski, donc il est au tableau, a montré que P3 viole les règles de la logique. Tarski a montré que P3 viole les règles de la logique qui permettent son expression dans la langue dans laquelle elle est exprimée. P3 viole les règles de la logique qui permettent son expression dans la langue dans laquelle elle est exprimée. Il remarque qu'elle viole les règles de la logique qui permettent son expression dans la langue dans laquelle elle est exprimée. Point. Par conséquent, P3 n'est ni vrai ni fausse. Deux points. Par conséquent, P3 n'est ni vrai ni fausse. Deux points. Au sens de Wittgenstein, elle est vide de sens. Au sens de Wittgenstein, elle est vide de sens. Point. À la ligne. Comme on ne peut pas statuer sur des propositions vides de sens. C'est bon? Point à la ligne. Comme on ne peut pas statuer sur des propositions vides de sens. Comme on ne peut pas statuer sur des propositions vides de sens, alors il n'y a aucune raison d'en parler ou d'en prononcer. Alors il n'y a aucune raison d'en parler ou d'en prononcer. Point. Ou d'en prononcer, oui. Point. Or, Wittgenstein remarque que la philosophie Oui, point. Or, Wittgenstein remarque que la philosophie a longtemps mis à l'honneur les questions métaphysiques.
Or, Wittgenstein remarque que la philosophie a longtemps mis à l'honneur les questions métaphysiques. Or, Wittgenstein remarque que la philosophie a longtemps mis à l'honneur les questions métaphysiques. Point. Ces questions donnent lieu à des propositions qui ne réfèrent à aucun fait. Donc, je reprends. Or, Wittgenstein remarque que la philosophie a longtemps mis à l'honneur les questions métaphysiques. Point. Ces questions donnent lieu à des propositions. Ces questions donnent lieu à des propositions qui ne réfèrent à aucun fait. Ces questions donnent lieu à des propositions qui ne réfèrent à aucun fait, virgule. Ces questions donnent lieu à des propositions qui ne réfèrent à aucun fait, virgule. C'est-à-dire à des propositions vides de sens. C'est-à-dire des propositions vides de sens. Point. On ne peut en effet aucunement statuer, on ne peut en effet aucunement statuer sur la valeur de vérité, on ne peut en effet aucunement statuer sur la valeur de vérité de propositions qui concernent le bien ou le beau. Le bien ou le beau. Point. Maintenant, vous allez sauter une ligne. Vous inquiétez pas, on a fait plus de la moitié. La séparation entre jugement de fait, la séparation entre jugement de fait et jugement de valeur est introduite chez Wittgenstein dans sa conférence sur l'éthique. La séparation entre jugement de fait et jugement de valeur est introduite chez Wittgenstein dans sa conférence sur l'éthique. Elle est introduite dans sa conférence sur l'éthique. Point. Ah, voilà. Il distingue, donc Wittgenstein, hein, il distingue, excusez-moi, j'ouvre le dernier document, 3 types de jugement. Il distingue 3 types de jugement, 2 points à la ligne, premier tiret. Il distingue 3 types de jugement, 2 points à la ligne, premier tiret. Les jugements de fait, 2 points. Les jugements de fait, 2 points. On va donner 3 types de jugements, puis on va donner des définitions à chaque fois. Des explications. Alors, ils sont vérifiables à partir d'observations empiriques. TMTC. Ils sont vérifiables à partir d'observations empiriques, factuelles. Point. Ils peuvent donc être jugés vrais ou faux.
peut donc être jugé vrai ou faux. Donc, point à la ligne deuxième tiret. Les jugements de valeur relatifs, deux points. Les jugements de valeur relatifs, deux points. Réductible à des jugements de fait, réductible à des jugements de fait, virgule, réductible à des jugements de fait, ils peuvent eux aussi prendre une valeur de vérité. Point. Réductible à des jugements de fait, ils peuvent eux aussi prendre une valeur de vérité. Point. Valeur de vérité. Point. Et là, vous allez noter à la suite un petit exemple. Donc, exemple. La proposition, entre guillemets, X est un bon joueur de tennis est un jugement de valeur relatif. La proposition, entre guillemets, X est un bon joueur de tennis est un jugement de fait relatif. Ah pardon, excusez-moi. La proposition... Ah oui, j'ai une coquille là. Bon. La proposition X est un bon joueur de tennis est un jugement de valeur relatif. Point. Petite coquille qui s'est glissée ici. Point. En effet, la proposition être un bon joueur de tennis, entre guillemets bien sûr, en effet la proposition entre guillemets être un bon joueur de tennis, en effet la proposition donc être un bon joueur de tennis réfère à des définitions universelles, qui peuvent prendre la forme de jugements de fait. Elle réfère à des définitions universelles qui peuvent prendre la forme de jugements de fait. Elle réfère à des définitions universelles qui peuvent prendre la forme de jugements de fait. Point à la ligne troisième et dernier tiret. Les jugements de valeur absolue. Jugement de valeur absolue. Deux points. Ils sont irréductibles à des jugements de fait. Ils sont irréductibles à des jugements de fait. Les jugements de valeur absolue. Hein. Point. À la suite, vous pouvez noter exemple. Donc on va noter une proposition entre guillemets. X est une bonne personne. Vous mettez ça entre guillemets. X est une bonne personne. Point. Fermez les guillemets. X est une bonne personne entre guillemets. Ici, aucun fait ne réfère à ce qu'est être une bonne personne. Ici, aucun fait ne réfère à ce qu'est être une bonne personne. Ici, aucun fait ne réfère à ce qu'est être une bonne personne. Point. Cette proposition est donc vide de sens. Cette proposition est donc vide de sens.
Comprenez que sous-entendu que ce qui donne du sens aux propositions, ce sont les faits, bien sûr, qu'elles décrivent. Cette proposition est donc vide de sens. Point à la ligne. Et là, vous avez presque fini d'écrire. Les jugements de valeur absolue sont des propositions métaphysiques. Les jugements de valeur absolue sont des propositions métaphysiques. Ainsi, ils sont exclus du domaine de la vérité. Ainsi, ils sont exclus du domaine de la vérité. Oui. Ben, c'est ce qui est spirituel, enfin métaphysique, de manière transparente, c'est méta au-delà, physique, la nature. Donc ce qui n'est pas naturel, ce qui n'est pas physique. Ce qui est spirituel, ce qui relève de l'âme, vous voyez, des choses imperceptibles, inobservables. Donc, point. Seuls peuvent être vrais ou faux des jugements de fait. Seuls peuvent être vrais ou faux des jugements de fait, virgule. Tandis que les jugements de valeur sont exclus du domaine de la vérité. Tandis que les jugements de valeur sont exclus du domaine de la vérité. Bon. Je pense que pour l'instant on a assez écrit, même si on n'aura quand même pas beaucoup écrit finalement. Bon. Oui. Ah si, parce que ce sont des jugements de fait. Oui. Du domaine de la vérité. Alors, continuons, mais sans écrire. Vous êtes rassurés ? Bon, on a écrit à peine 2 pages. C'est pas beaucoup aujourd'hui. Les jours, on écrit 5 pages. En histoire géo, vous écrivez combien? Beaucoup, j'imagine. Non. Avec qui, oui Non. Avec 2-3 Ah si, histoire géo. Ouais. En SES aussi. Non. Vas-y. Vous êtes des copies, vous allez débrouiller. C'est bien aussi. Non. Ah, des polycopies, du coup, c'est ça? Mais du coup, elle les explique pas. Bah, je pense que si, en fait, j'imagine. Et vous avez polycopié. Non, l'histoire. Ah, histoire géo, vas-y. Ouais, on peut la décrire par le... Et après, vous devez le lire. Non, elle nous les lit. Elle affiche le cours et elle nous dit. Ah oui, mais en fait, ça, c'est une manière aussi de se rassurer. C'est-à-dire que c'est pour être sûr que vous ayez bien le cours. Et, après, c'est vrai que la limite, moi j'ai jamais fait ça parce que j'avais une prof à l'université qui faisait ça et vraiment ça avait la vertu de complètement m'anesthésier. Donc j'étais comme une espèce de zombie en train de dormir. Ouais, ça sert à rien. Alors, ça sert à rien, je dirais pas ça parce que vous avez le cours en fait. Mais c'est peut-être moins excitant que. Écoutez, je sais pas, en fait, je sais pas ce qu'il faut faire. Ça me paraît assez subjectif tout ça. Bon. Alors, votre attention s'il vous plaît. Ça va être un peu technique. Alors oui, je voulais vous dire 2-3 choses d'abord. Si, le jour du bac, vous avez une question métaphysique en dissertation, vous pouvez toujours, en 3e partie, utiliser Wittgenstein. Imaginez. Votre question c'est... Je ne vous ai pas expliqué ça. Moi, je radote. Donc, votre question c'est, imaginons, l'art est-il destiné à produire du beau? Imaginez qu'on pose cette question. Première partie,
oui, l'art est destiné à produire du beau parce que si nanana, mais il n'est pas forcément destiné à produire du beau parce que si nanana. Troisième partie, cette question est une question métaphysique. Cette question, elle vous fait de la démonstration, et par conséquent, enfin, on fait toute la démonstration, puis vous montrez qu'elle est vide de sens, et donc que vous n'avez pas à y répondre. Moi, c'est un truc que je faisais très souvent, ça. Une question métaphysique, vous balancez Wittgenstein, vous dites, mais enfin, mais pourquoi me posez-vous cette question? Ce n'est pas une question philosophique. Ça prouve que si vous arrivez à faire ça, que vous avez bien compris ce que c'était que la philosophie pour Wittgenstein. Seulement, bien sûr, le risque avec ça, c'est que parfois, j'ai des élèves qui faisaient ça, et qui mettent, oui, c'est une question vide de sens, il n'y a aucune démonstration, aucun argument. Bon, ça, c'est zéro, évidemment. Ça vaut rien, quoi. Ça vaut rien. Il faut argumenter les arguments. Alors, seulement, il y a des faiblesses dans les arguments de Wittgenstein. Et peut-être qu'on pourrait... Alors, même si en vrai ça se discute, on pourrait se dire que Wittgenstein revient en quelque sorte au réalisme métaphysique. Puisqu'il pense que ce qui permet de valider une proposition ou de l'invalider, c'est la réalité qui est indépendante du sujet. C'est pas si simple que ça parce que pour Wittgenstein, la proposition c'est l'image de la réalité. Et c'est dans le domaine de ces images que on peut décider de la validité des énoncés ou pas. Autrement dit, la proposition c'est une représentation de la réalité. Donc en fait, le domaine de validité des propositions, c'est pas la réalité elle-même, mais c'est pas la référence. On ne sait pas si une proposition est vraie ou fausse en se référant à la réalité elle-même, mais en se référant à une représentation qu'on a de la réalité qui est elle-même décrite et dont il est rendu compte par les propositions elles-mêmes. Bon, peut-être que le procès qu'on fera avec Wittgenstein sera un peu injuste. Mais le philosophe qui est mort il n'y a pas très longtemps, en 2016, Hilary Putnam, prend quand même le contre-pied de cette idée selon laquelle on pourrait séparer comme ça, de manière absolue, parce que, au prétexte qu'ils seraient de nature différente, les jugements de fait des jugements de valeur. Alors, cet ouvrage, peut-être que si je vous ai, à l'année, je vous le ferai étudier, a été traduit en français. Je crois qu'il a été traduit par Claudine Tiercelin, je pense que c'est le cas, parce que Claudine Tiercelin est une des principales traductrices de Putnam. Il a été traduit par Fait valeur, la fin d'un dogme. Bon, cette traduction est absolument grotesque. Bon voilà, j'ose le dire, c'est grotesque. Parce qu'il est très facile de traduire ce titre, et surtout quand on dit « fait valeur la fin d'un dogme », on suppose qu'il y a du dogmatisme dans le fait de séparer les jugements de fait des jugements de valeur. Alors que pas du tout. Cette dichotomie jugement de fait et jugement de valeur, elle est introduite au XVIIIe siècle, enfin peut-être avant, mais bon, formalisée au XVIIIe siècle par David Hume, et elle l'est justifiée par des arguments tout à fait rationnels qui n'ont absolument rien de dogmatique. Donc cette traduction est toute pourrie. Ouais. Donc, autant que je vous donne le titre directement en langue originale, et vous pouvez le traduire vous-même, c'est très simple. The collapse of the fact-value dichotomy, ça veut dire l'effondrement de la dichotomie fait-valeur. L'effondrement d'une dichotomie. Voilà. Et donc, c'est pas la fin d'un dogme, il n'y a pas du tout de dogme là-dedans. Il faut que ces métaphysiciens à 2,50 € arrêtent de parler à tort et à travers et à transformer la pensée d'auteurs qui, eux, ont le mérite de dire des choses intelligentes. Bon. Comme Putnam, par exemple. Bon, alors, pourquoi y aurait-il un effondrement de cette dichotomie jugement de fait, jugement de valeur, fait-valeur? Alors, pour qu'il y ait effondrement, il a déjà fallu que les dichotomies existent. Alors, cette dichotomie, elle est formalisée par David Hume dans son traité de la nature humaine, donc bien avant que Putnam écrive. D'après Putnam, c'est à peu près là que ça commence. Alors, Hume se demande s'il est possible d'inférer un is d'un ought to. Ou, pour vous le donner en français, Hume se demande s'il est possible d'inférer un être d'un devoir être. Autrement dit, est-ce qu'à partir d'un jugement de valeur,
on peut inférer nécessairement des états factuels. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ce que vous devrez retenir ici, c'est que Hume, on ne va pas rentrer dans les détails en ce qui concerne Hume, on va rentrer dans les détails en ce qui concerne Putnam. Hume considère qu'il est impossible d'inférer un état de fait d'un jugement de valeur parce qu'il y a une différence de nature entre les jugements de fait et les jugements de valeur, entre les jugements qui décrivent ce qui est et les jugements qui décrivent ce qui doit être. En fait, c'est facile à comprendre. Les jugements qui décrivent ce qui est réfèrent, pour parler comme un philosophe du XXe siècle, à une réalité identifiable que l'on peut se représenter. Ce qui devrait être réfère simplement à de l'imaginaire. On n'est pas du tout dans le même type de discours. Il y aura une différence de nature entre les jugements de fait et les jugements de valeur. Alors, Putnam discute cette séparation, cette dichotomie jugement de fait, jugement de valeur, et se demande si, en réalité, il y a une frontière aussi étanche que cela entre les deux. En fait, je vous donne la thèse de Putnam avant de vous donner le raisonnement, pour que vous puissiez voir où ça va. Putnam considère que les jugements de fait et les jugements de valeur sont enchevêtrés. Il y a un enchevêtrement entre jugement de fait et jugement de valeur. Le mot anglais, si je ne m'abuse, c'est entanglement. Mais bon, ça veut vraiment dire enchevêtrement. Entrecroisement, ils sont enchevêtrés. Alors, comment est-ce qu'on justifie d'où ça sort cette idée que les jugements de valeur et les jugements de fait sont enchevêtrés, alors même qu'il semblerait, selon toute vraisemblance, qu'ils soient tout à fait distincts, voire, comme le signale David Hume, de nature différente. Alors, Putnam fait une série d'expériences de pensée qui peuvent conduire à remettre en cause cette séparation. Imaginez que vous ayez un professeur, alors vous imaginez le professeur que vous voulez, et que ce professeur ait un certain plaisir à vous humilier publiquement en classe. Voilà. Ça lui fait plaisir de vous humilier, de vous ridiculiser. Moi, quand j'ai enseigné un peu dans l'enseignement privé, il y a un peu moins d'une dizaine d'années, et j'avais un collègue, il aimait beaucoup humilier ses élèves, c'était sa spécialité. Il s'appelait Christian Stanek, pour ne pas le nommer. Bon. Et donc, comment qualifieriez-vous quelqu'un qui prend du plaisir à humilier comme ça ses élèves? Quel adjectif attribuerait-on? Vous direz qu'il est méchant, voilà. Méchant, c'est pas mal, ça. Quoi d'autre? Il est quoi? Il est sadique, oui. Ah oui, c'est un sale con. On peut dire ça. Enfin, autant de jugements de valeur. Hein. Je vois que quand vous dites méchant, c'est un con ou il est sadique, ce sont des jugements de valeur. Bon, Putnam, il prend un autre mot, il utilise le mot cruel. Mais bon, on voit bien que c'est le même ordre d'idée. Et on se rend compte que la cruauté, eh bien, si on dit, voilà, j'ai un prof qui est cruel, on voit bien un peu à quoi ça correspond. Quelqu'un qui prend du plaisir à donner de mauvaises notes, qui prend du plaisir à humilier les gens, vous voyez, la cruauté. Or, dire qu'une personne est cruelle, c'est faire un jugement de valeur absolu. Mais est-ce que ce jugement de valeur, on ne peut pas le rapporter à des états de fait qu'on peut clairement identifier? Bien sûr que si. Alors bien sûr, oui. Pourquoi on ne dit pas que c'est des jugements de valeur relative? Et voilà, on y vient. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être que cette séparation qu'opère Wittgenstein entre jugement de valeur relatif et jugement de valeur absolue, elle n'est pas fondée en fait. Elle n'est pas fondée du tout. Parce que c'est bizarre de distinguer deux types de jugement de valeur. Parce qu'à partir du moment où on peut réduire tout jugement de valeur absolue à un jugement de valeur relatif, alors on peut réduire tout jugement de valeur absolue à un jugement de fait. Et ici, ça semble bien fonctionner parce que la cruauté, on voit bien ce que c'est. On a bien une représentation de ce que c'est. Alors, ça ne veut pas dire que ce prof fera toutes les choses cruelles qu'il pourrait faire, mais juste qu'on comprend bien quel genre de choses il peut faire, quel genre de faits peuvent se produire. Et donc, on dit Putnam, mais, du coup, si je dis il est cruel et que je peux inférer une série de faits de ce jugement de valeur, alors il n'y a plus de séparation entre jugement de fait et jugement de valeur. On peut bien inférer un être d'un devoir être. Embarrassant, ça. Et puis Putnam prend un autre exemple, l'exemple des sciences. Celui-là est particulièrement pertinent. Il parle de jugement de valeur épistémique. Et alors, il remarque que les scientifiques, finalement, se présentent comme des gens qui sont à la recherche de la vérité, à la recherche de la connaissance vraie.
Voilà, faire de la science, c'est chercher à établir des connaissances qui sont valides, autant que faire se peut. Voilà, c'est ça l'idée. Mais alors Putnam se dit, mais finalement ces scientifiques, s'ils recherchent la vérité, c'est que quelque part, ils pensent qu'il y a un impératif qui les conduit à rechercher la vérité. Ils pensent qu'ils doivent rechercher la vérité. Ils pensent que c'est bien, que c'est bon de rechercher la vérité. Est-ce que ce ne serait pas à cause d'un jugement de valeur qu'ils seraient à la recherche de la vérité? Et puis, pourquoi ils recherchent la vérité en suivant la méthode scientifique? Ne serait-ce pas parce que, finalement, ils pensent que cette méthode scientifique est la meilleure méthode pour chercher la vérité? Est-ce que ce ne serait pas un jugement de valeur qui fait que, finalement, les scientifiques, tout objectif soit-il, eh bien, finalement, deviennent scientifiques? Est-ce que, finalement, ce qui est à l'origine de ce qui constitue comme étant une vérité ne serait pas un jugement de valeur fondamental? Alors, quand Putnam dit ça, en fait, Nietzsche disait plus ou moins ça déjà au XIXe siècle, en remarquant que les philosophes étaient obsédés par la vérité, alors que rien ne les obligeait à être obsédés par la vérité. Les philosophes donnent de la valeur à la vérité. Mais pourquoi la vérité aurait-elle plus de valeur qu'autre chose? Donc, on voit bien que dans le cadre de la philosophie, comme le remarque Nietzsche, ou des sciences, comme le remarque Putnam, tous ces jugements de fait qui sont parfaitement neutres, parfaitement factuels, et qui émergent comme ça des sciences, sont subordonnés, sont motivés par, en premier lieu, des jugements de valeur. Et ce résultat peut être parfaitement généralisé, parce qu'il faut bien comprendre qu'à chaque fois que nous prenons la parole pour nous exprimer sur une question ou sur une autre, c'est parce que nous jugeons qu'il est bon de s'exprimer sur telle chose ou sur une autre, parce que nous jugeons que notre propos a de la valeur, est important maintenant, que nous devons le prononcer maintenant. Pourquoi, quand je fais un cours de philosophie, je choisis ici de vous parler de Putnam et de Popper et de Wittgenstein plutôt que de vous parler de Lakatos et, je sais pas, de Bachelard, parce que je pense que ça suffit, il est suffisamment bon, vous connaissez ceci plutôt que cela. Et ça, ce sont des jugements de valeur, il n'y a rien d'objectif. Alors je vous énonce certes des choses qui sont objectives, mais le choix des choses objectives que je vous énonce est subordonné à un jugement de valeur subjectif premier qui m'empêche d'être parfaitement objectif, c'est-à-dire de dénoncer absolument tous les faits. Donc, on arrive là à cette situation finalement dans laquelle les jugements de fait sont subordonnés tous, sans exception aucune, à des jugements de valeur. Pourquoi? Parce qu'ils sont enchevêtrés tous dans des jugements de valeur. Alors, qu'est-ce qu'il faut en conclure au sujet de la vérité? Eh bien, ce que je viens de vous dire là, c'est que ce n'est pas que l'idée de Putnam et que la vérité est absolument relative. On n'est pas dans le relativisme absolu. Non, c'est de dire que le domaine des faits est délimité par une certaine subjectivité, laquelle peut dépendre de nos représentations, de notre langage, de notre contexte social, de nos croyances, de tout un tas de choses. Mais en tout cas, le domaine de la vérité, le domaine des faits est délimité par une certaine subjectivité. Une fois que cette subjectivité est acceptée, que les règles qui sont instaurées par cette subjectivité sont acceptées, alors on peut établir des jugements de faits qui sont vrais ou qui sont faux. Ainsi, si cela peut vous rassurer, pour revenir à notre paradoxe du menteur, il est toujours, chez Wittgenstein comme chez Putnam, vide de sens, puisque évidemment, si on suppose que les règles de la logique qui sont mises en place sont subordonnées à un jugement de valeur qui met en place ces règles de la logique, ces règles de la logique demeurent être règles de la logique, et si on viole ces règles, eh bien, on enfreint la règle qui nous permet d'exprimer des propositions qui ont du sens. Mais l'idée fondamentale, c'est que la vérité, elle est soumise aux contingences d'une subjectivité première. Elle ne s'impose pas purement rationnellement à l'esprit humain comme quelque chose d'universel. Non, elle s'impose d'abord passionnellement, et à cause justement de la subjectivité première, et après rationnellement. Donc, le processus qui permet d'acquérir la vérité n'est pas purement rationnel. Alors ça peut poser des questions épistémologiques intéressantes. Il y en a qui font de la SES parmi vous? Bien, vous voyez, bon, je fais juste un petit aparté avant qu'on note. Il n'y aura pas grand-chose à noter, soyez rassurés. Tout petit aparté. Évidemment, si vous appliquez le raisonnement de Putnam au domaine des sciences exactes et naturelles, il n'y a pas trop de problème. On voit bien qu'il y a une subjectivité première qui motive la recherche de la vérité chez les scientifiques, mais ça ne les empêche pas d'établir des jugements de fait. Mais demandez-vous ce qui se passe en sciences sociales. En sciences sociales,
si c'est la subjectivité qui conditionne justement la recherche de la vérité, sachant que l'objet des sciences sociales, c'est la société elle-même, eh bien ça veut dire qu'il y a une subjectivité qui détermine a priori les faits pertinents, ce qui doit être étudié à l'intérieur des sciences sociales et qui exclut ce qui ne doit pas en être étudié. Pour exemplifier, c'est comme ça qu'on a des paradigmes marxistes qui donnent comment dire, le rôle central à la lutte des classes en excluant les dynamiques individuelles, alors qu'on a des paradigmes néolibéraux qui donnent le rôle central à l'individu en laissant de côté les dynamiques collectives. Et alors là, c'est carrément bye-bye l'objectivité, puisque de toute façon, il y a une partialité dans la définition même de l'objet que l'on étudie. Ce qui est peut-être moins le cas dans les sciences naturelles, puisque l'objet s'impose de quelque manière à lui-même, à ceux qui l'étudient. Bon, alors on va noter un petit peu. Sauter une ligne. Putnam, dans The Collapse of the Fact-Value Dichotomy, Putnam, dans The Collapse of the Fact-Value Dichotomy, P-U-T-N-A-M, N-A-M. Alors, vous voyez, j'étais mauvaise langue, ça peut être traduit par Claudine Tiercelin, mais par Marjorie, qui est cette personne, Caverbière. The Collapse of the Fact-Value Dichotomy. Putnam, dans The Collapse of the Fact-Value Dichotomy, avec un Y à la fin, questionne la pertinence comment? Oui, 2002, c'est l'année de publication. Questionne la pertinence de la dichotomie entre jugement de fait et jugement de valeur. Questionne la pertinence de la dichotomie entre jugement de fait et jugement de valeur. Point. Il remarque que cette séparation trouve son origine. Il remarque que cette séparation trouve son origine dans le traité de la nature humaine de Hume. Il remarque que cette séparation trouve son origine dans le traité de la nature humaine de Hume. Ouais, Hume. Point. Hume se demande en effet si on peut inférer, comme ça se prononce, IN, ferrer. Hume se demande en effet si on peut inférer. Ah non, inférer, ça veut dire, en fait, les inférences peuvent être de plusieurs types. Elles peuvent être déductives, donc on peut déduire, inductive, induire, adjective, abduire. C'est une relation logique, l'inférence. Donc Hume se demande en effet si on peut inférer un être d'un devoir être. Hume se demande en effet si on peut inférer un être d'un devoir être. Point. Pour lui, une telle inférence
est impossible pour lui, une telle inférence est impossible pour lui, une telle inférence est impossible car il considère qu'il y a une différence de nature, entre jugement de fait et jugement de valeur. Car il considère qu'il y a une différence de nature entre jugement de fait et jugement de valeur. Point à la ligne. Putnam interroge cette dichotomie. Qui m'appelle? Qu'est-ce qui se passe? Je suis mon téléphone libre, je sais pas pourquoi. C'est très bizarre. Excusez-moi, je suis désolé. Putnam interroge cette dichotomie. Il faut que ça arrête de sonner, excusez-moi. Ah, d'accord. Oh là là, oh là là. Pourquoi ça vibre? Je suis sur silencieux. Bon. Putnam interroge cette dichotomie. Excusez-moi pour ce petit problème. Putnam interroge cette dichotomie et considère plutôt qu'elle relève du, entre guillemets, dogme de l'empirisme. Et considère plutôt qu'elle relève du, entre guillemets, dogme de l'empirisme. Il y a un peu de dogme quand même. Et considère qu'elle relève en effet du dogme de l'empirisme. D-O-G-M-E. Un dogme. Qu'elle relève du dogme de l'empirisme. Point. En effet, il est difficile de définir ce qu'est un fait pur. En effet, il est difficile de définir ce qu'est un fait pur. Point. Tout discours est prononcé parce que celui qui le prononce, tout discours est prononcé parce que celui qui le prononce pense qu'il vaut la peine d'être prononcé. Tout discours est prononcé parce que celui qui le prononce pense qu'il vaut la peine d'être prononcé. Point. Sans ce jugement de valeur fondamentale, personne ne prendrait la peine de s'exprimer. Sans ce jugement de valeur fondamentale, personne ne prendrait la peine de s'exprimer. Point. En science, par exemple, les scientifiques n'agissent
Les scientifiques n'agissent que parce qu'ils pensent qu'il est bon de connaître la vérité. En science, par exemple, les scientifiques n'agissent que parce qu'ils pensent qu'il est bon de connaître la vérité. Par exemple, les scientifiques n'agissent que parce qu'ils pensent qu'il est bon de connaître la vérité. Je ne peux pas copier ce lien, non ? Point. De même, on a presque fini. De même, ils pensent que la méthode scientifique est la bonne méthode d'investigation. De même, ils pensent que la méthode scientifique est la bonne méthode d'investigation. Point. Ainsi, au fondement de la recherche de la vérité, se trouve un jugement de valeur. Et on va noter une dernière phrase, point. Un jugement de valeur. Point, dernière phrase. Il y a nécessairement et vous pouvez le noter en rouge, il y a nécessairement un enchevêtrement. Il y a nécessairement un enchevêtrement entre les jugements de fait et les jugements de valeur. Il y a nécessairement un enchevêtrement entre les jugements de fait et les jugements de valeur. Voilà. Et il nous restera le dernier paragraphe. Point.